Bonjour et heureux d'animer amicalement ce débat autour d'une petite graine qui monte, le sorgho, traditionnellement cultivé dans le sud de la France. On s'aperçoit qu'il migre lentement vers le nord. Alors, qui est le sorgho? Qui est cette graine qui monte? Pourquoi cet engouement auprès de nos amis à la fois jardiniers mais surtout agriculteurs? Réponse dans quelques instants avec nos invités. Et tout de suite, je rejoins Tom le jardinier, notre chef du jour. Bonjour Tom, bonjour chef. Tom, vous allez nous parler de quoi autour du sorgho? Moi, j'ai appris la culture du sorgho et je vais voir qu'est-ce qu'on peut en faire dans un jardin parce qu'il y a plein de petites vertus que j'y ai découvert et je vais l'installer cette année dans mon jardin. Et en deuxième partie, le sorgho, c'est une plante qui n'a pas forcément besoin d'extrêmement d'eau et je vais vous donner des techniques pour utiliser moins d'eau et l'utiliser mieux. C'est parfait, vous êtes parfaitement dans le thème. Merci Tom. Et tout de suite, on passe en cuisine. Alors Olivier Chaput, bonjour, merci de nous reconnaître, vous avez un style vraiment superbe, bravo. Vous prenez bien la lumière et tout, et aujourd'hui vous allez nous préparer un taboulé au sorgho, c'est ça? C'est ça, exactement, un taboulé au sorgho, donc les graines de sorgho. On va s'inspirer un petit peu du taboulé libanais, beaucoup d'herbes, du citron, des oignons rouges, un petit peu de tomates séchées et de l'huile d'olive. Je crois que vous militez vraiment avec une association pour réintroduire, on va dire, la bonne bouffe et les enfants. Oui, tout à fait. Alors, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine et on est en étroite collaboration avec Eurotoc pour pouvoir parler du produit, aller dans les écoles et remettre l'éducation alimentaire dans les écoles depuis 12 ans maintenant. Surtout qu'on voit que l'obésité prend de plus en plus de pas. Donc bravo. Et on se voit tout à l'heure voir les étapes de votre taboulé au sorgho. Alors, une prévision de plus de 80 000 hectares pour 2023. Le sorgho n'en finit pas de gagner du terrain. La surface couverte par cette céréale a gagné presque 50% en 4 ans. Alors pourquoi cet engouement? On en parle tout de suite avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Brochet. Bonjour. Vous êtes responsable d'une association pour promouvoir le sorgho en Europe et en France notamment. Frédéric Guedj, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi responsable développement sorgho Europe, on peut dire, et même un peu le monde. Et puis Émeric Decoussergues, bonjour. Bonjour. Notre agriculteur. Exactement. Vous cultivez le sorgho depuis 4-5 ans, vous avez repris l'entreprise familiale. Mais le sorgho, c'est une vieille histoire de famille. Tout à fait, un produit depuis le milieu des années 80 dans le sud-est de la France en Camargue. Donc vous allez nous en parler. Déjà, c'est quoi? Alors, si on faisait un micro-trottoir, je ne suis pas sûr que les gens pouvaient décrire ce que c'est le sorgho. C'est qui le sorgho et ça vient d'où? Alors l'histoire du sorgho, en fait, le sorgho, c'est une plante qui est d'origine africaine, qui a été domestiquée il y a 8000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est une plante très ancienne. Son origine, son berceau, c'est l'Éthiopie et le Soudan. Et ensuite, cette plante a migré un petit peu dans toute l'Europe. C'est une graminée. Et en fait, dans les années, dans les années 1950, le sorgho a commencé à être développé sur l'Europe et a commencé à être un petit peu adapté à nos climats. Parce qu'initialement, en fait, le sorgho est une plante tropicale. Pas du tout adaptée à nos climats européens. Et on s'aperçoit vraiment qu'elle remonte dans le nord de la France, c'est ça? Avec le réchauffement climatique? Tout à fait. Donc ça, c'est le travail des chercheurs qui ont amélioré en fait la précocité. Donc aujourd'hui, on fait des variétés de plus en plus précoces. Et également, en fait, le sorgho monte sur le nord de la France et de l'Europe parce que aussi il y a le changement climatique. Donc on a des températures qui montent. Initialement, c'est sûr, le sorgho, quand il est arrivé en France, il était plutôt sur le sud-ouest de la France. Valérie, comment on peut expliquer cet engouement pour un peu les jardiniers, mais surtout les agriculteurs autour de cette petite graine? Et le sorgho, c'est une plante qui a beaucoup de potentiel. C'est donc, comme l'a dit Frédéric, c'est une céréale qui donne des graines qui peuvent avoir de multiples usages. Mais c'est surtout une plante qui sait s'adapter, qui était effectivement en Afrique il y a eu 1000 ans, mais qui maintenant est présente sur l'ensemble des continents dans le monde et aussi en Europe. Et ça permet d'avoir des cultures adaptées au territoire, au climat, aux besoins en eau, aux ressources aussi qui sont disponibles. Et ça permet aussi aux agriculteurs de diversifier leur production et d'avoir différentes cultures présentes sur leur exploitation agricole. Ça peut être une culture permanente, ça peut être une culture principale, mais aussi une culture temporaire, c'est ça, ou une interculture? Alors c'est une culture de printemps, le sorgho. Le sorgho, c'est une plante qu'on sème au printemps et qu'on récolte plutôt à l'automne. Donc ça permet de couvrir les sols durant toute cette période-là.
Et c'est vrai que c'est une culture intéressante parce que elle a par exemple un bon enracinement dans le sol. Elle transpire moins qu'une plante traditionnelle. La grosse caractéristique quand même du sorgho, c'est que c'est une plante qui capte le carbone. Ça, on en parle de plus en plus. On n'en Voilà. parlait pas de ces captations de carbone il y a encore quelques années par des céréales, etc. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi capter le carbone pour ceux qui nous écoutent? Eh bien, vous le savez, les plantes font de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles captent le carbone atmosphérique et qu'elles le fixent dans leur appareil végétatif. Il y a certaines plantes qui sont plus douées que d'autres pour le faire, ce qu'on appelle des plantes en C4, parce qu'elles captent 4 carbones au lieu de 3 pour les autres. Et c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ces plantes-là... C'est ce qu'on appelle C3, C4, c'est ça? Exactement, non? voilà, c'est un peu du jargon. C'est un peu du jargon. Mais voilà, c'est parce qu'elles ont un processus de photosynthèse extrêmement performant et le sorgho en fait partie. Et c'est aussi pour ça que cette plante est extrêmement intéressante à cultiver. Ça répond à beaucoup d'enjeux actuels et aussi futurs. Alors, les mains dans la terre, la culture de sorgho, Aymeric, c'est vous depuis je crois, votre père, hein, mais vous avez repris cette culture. Pourquoi cette culture? Pourquoi vous avez choisi, pourquoi vos parents et vous avez choisi ce système de culture? Alors pour nous, c'est une plante extrêmement intéressante, déjà parce qu'on est dans la zone de production de prédilection, on est dans le sud-est de la France, donc le climat s'y prête particulièrement, on a des températures vous êtes en Camargue, chaudes l'été. avec le riz, vous nous faites rêver là. Tout à fait, producteur de riz également. Donc c'est une zone de prédilection, le sorgho du coup se développe particulièrement bien. Et comme c'est une plante qui résiste aux épisodes de sécheresse plus facilement que d'autres cultures telles le maïs ou d'autres cultures de printemps, pour nous c'est un réel intérêt de produire du sorgho dans notre zone, puisqu'on a vraiment des épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents, en plus avec le réchauffement climatique. Donc voilà. En termes de rendement, on en est à combien? Est-ce qu'on a un rendement moyen par hectare en France? Comment ça fonctionne? Oui, il y a un rendement moyen par hectare. Et si on fait sur une moyenne pluriannuelle, le rendement moyen en France tourne autour de 55 quintaux. Par exemple, on a eu un pic, c'était en 2021, où on est monté jusqu'à 70 quintaux. Est-ce que c'est une culture, Valérie, qui est rémunératrice pour l'agriculteur? Je suppose que oui, mais par rapport, si on compare à d'autres céréales comme le blé, le maïs? Oui, c'est une culture qui est rémunératrice. Heureusement d'ailleurs, parce que de toute façon, les agriculteurs, sinon, la cultiveraient pas. Et d'ailleurs, je dois souligner qu'on parlait des chiffres de rendement, mais il faut aussi parler des chiffres de surface, parce qu'en Europe, l'association dont je m'occupe, elle est européenne. Depuis 5 ans, on a augmenté les surfaces de 20%. En sorgho. Donc ça veut bien dire qu'il y a un intérêt pour cette culture. Alors oui, c'est rémunérateur, encore faut-il pouvoir utiliser ce sorgho-là. Mais oui, c'est rémunérateur parce que le sorgho est une plante assez sobre et du coup en termes d'apport, d'intrants, si je peux me permettre, finalement c'est assez limité et donc ça permet d'avoir une rémunération à la hauteur des attentes des agriculteurs. Frédéric, la France est assez timide encore face au sorgho. L'Europe, d'autres pays européens sont bien au-delà de la France en termes de production. Oui, déjà, il faut dire que le sorgho est la 5e céréale au monde. Hein. Donc, il y a environ 40 millions d'hectares de sorgho dans le monde. Et à l'échelle de l'Europe, donc l'Europe géographique, on a environ un peu plus d'un demi-million d'hectares de sorgho. Aujourd'hui, c'est sûr, la France est un pays c'est le premier pays quand même de l'UE producteur de sorgho, mais on voit quand même des dynamiques beaucoup plus fortes sur la Hongrie, par exemple, qui, eux, ont capitalisé sur les débouchés. Souvent, on dit quand on crée une filière, pour le sorgho, par exemple, on commence par créer la demande, c'est-à-dire expliquer aux transformateurs à quoi sert le sorgho et inciter les transformateurs à utiliser le sorgho. Et à partir de là, quand on a stimulé la transformation, on forme les agriculteurs à cultiver le sorgho. Et donc, on a le lien entre la demande et la production, parce que l'agriculteur a une visibilité, il sait pourquoi il va produire, c'est souvent ça le problème, et on crée cette dynamique. On voit beaucoup ça hors France, mais un peu moins en France. Souvent, quand on discute avec des transformateurs, encore aujourd'hui, ils ne connaissent pas assez le sorgho, et notamment dans l'alimentation animale, qui est le principal débouché pour une céréale, il y a une méconnaissance. Valérie nous parlait d'une culture de printemps. Ça se passe comment? Il faut avoir une mécanisation particulière pour cultiver le sorgho. Quelles sont un peu les astuces de l'agriculteur pour cultiver le sorgho? Ça se passe sur combien de mois? Alors comme disait Valérie, c'est une culture qui est assez simple à cultiver puisqu'il y a très peu d'intrants. Donc c'est une culture qu'on va implanter en mai et qu'on va récolter en septembre avec peu d'intervention sur la culture, si ce n'est une fertilisation et des désherbages mécaniques ou chimiques selon le mode de culture conventionnel ou biologique. C'est une culture qui se cultive aussi bien en biologique qu'en conventionnel. On a de très bons résultats dans les deux types de cultures.
Donc on en parle en ce moment parce que c'est une plante qui monte effectivement grâce aux prises de conscience sur les évolutions climatiques. Mais il y a un réel savoir-faire en France depuis pas mal d'années déjà. Nous on en produit depuis 30 à 40 ans. Donc il y a un savoir-faire en termes de production mais aussi en termes de génétique et de recherche variétale. On est sur des variétés qui sont de plus en plus précoces mais de plus en plus adaptées, de plus en plus productives et qui répondent à des débouchés particuliers. Et donc il y a un réel travail là-dessus et en fait c'est une filière forte. Est-ce qu'on parlait de génétique, est-ce que la génétique fait autant d'efforts que pour le maïs ou le blé par exemple ? Indubitablement, oui. C'est vrai que si les sorgho, parce qu'en fait on parle du sorgho, mais il y a différents sorghos, si les sorghos sont présents dans l'ensemble du monde et gagnent du terrain en Europe, c'est aussi grâce au progrès génétique, au progrès de la recherche, au progrès aussi des agriculteurs qui savent d'autant plus valoriser ces progrès-là. Mais c'est vrai que le progrès génétique est indéniable, tant en termes de rendement, mais aussi d'adaptation des variétés au type d'usage qu'on en C'est-à-dire fait. par exemple, est-ce que ce sont des variétés plus courtes qui limitent l'averse? Est-ce que ce sont des variétés plus productives? C'est quoi un peu? C'est-à-dire, on va dire sur les 20 dernières années, qu'est-ce qui a changé dans le sorgho d'il y a 20 ans et le sorgho d'aujourd'hui? En fait, quand on a introduit le sorgho en Europe et qu'il ça venait d'Afrique, en fait, les plantes mesuraient 1,70 m, donc c'était impossible de récolter avec une moissonneuse. En fait, les sélectionneurs ont utilisé des gènes de nanisme naturel pour réduire la hauteur du sorgho pour l'utilisation en sorgho grain et faciliter la récolte avec la moissonneuse batteuse. Donc les premiers enjeux, ça a été de raccourcir le sorgho pour l'usage grain. Pour le fourrage, ce n'est pas un problème que ça soit très haut, des tailles très hautes. Et ensuite, l'autre enjeu, ça a été, en fait, comme je disais au début, ça a été de précocifier le sorgho. Et bien entendu, les sélectionneurs, généralement, le driver, c'est aussi le rendement, mais également la qualité. Par exemple, il y a des projets qui sont faits par l'INRAE, le CIRAD, des recherches publiques, pour mieux valoriser les protéines, par exemple. Est-ce que c'est une culture, donc vous disiez, qui exige moins d'intrants, moins d'eau? Est-ce que ça améliore la texture, la structure du sol? Est-ce qu'un sol est moins abîmé après une culture sorgho par rapport à d'autres céréales? Est-ce qu'il y a plus de biodiversité? Est-ce qu'il y a plus de vers de terre? Voilà, une question... Alors le sorgho a un système racinaire qui est assez développé, plus fasciculé que d'autres cultures de printemps, qui a plus tendance à explorer le sol, du coup à pouvoir mobiliser les ressources hydriques. Donc et à ça va passer plus les en épisodes profondeur, de ça va sécheresse, jusqu'à combien? Jusqu'à 50, effectivement. 60 cm de profondeur, non? C'est dur à dire, oui, à peu près, Ouais. on peut dire autour de ça. Et ça permet de décompacter en quelque sorte le sol autour de cette surface racinaire. Et du coup, si on veut, d'ameublir et d'améliorer la qualité du sol sur cette parcelle-là. Ouais. On va retrouver tout de suite Tom, mais on se reverra dans la deuxième partie. Tom, notre jardinier, qui nous parle justement du sorgho et du jardin. Alors Tom, on l'a vu, le sorgho, c'est une petite graine qui monte pour nos agriculteurs, mais c'est aussi une graine qui monte pour les jardiniers. En tout cas, qui mériterait de monter parce qu'elle a vraiment plein de vertus. Si on veut plus fatiguer le dos avec une bêche ou avec un motoculteur pour retourner la terre de son jardin, on l'a vu, ça pose plein de problèmes aussi pour le sol. On pourrait planter du sorgho pour décompacter le sol en profondeur grâce à son système racinaire. Ensuite, on peut aussi utiliser, si on ne le récolte pas à graines, en le hachant finement pour pouvoir faire un paillage dans son potager. Encore une astuce pour le sorgho. Et ensuite, c'est une plante qui va aussi attirer de nombreux oiseaux. Une fois qu'il aurait séché, etc., les oiseaux vont pouvoir manger des graines et donc on va protéger la biodiversité. Ensuite, c'est une excellente plante en cuisine, on le verra tout à l'heure. Et puis là, avec probablement quelques mètres carrés, on pourra récolter suffisamment de graines pour se nourrir. Bref, vous l'avez vu, le sorgho, il n'a pas besoin d'eau. Il est très résistant à de nombreuses maladies, notamment par exemple la rouille, l'oïdium, qui pourrait éventuellement faire des toutes petites attaques. Mais là, on est vraiment sur du détail. Pour la récolte, moi, je vais utiliser le moment vers le mois de septembre. Et on va utiliser la récolte au mois de septembre. Et puis là, vraiment, on a de bonnes chances d'avoir quelques graines qui peuvent être utilisées. On peut le laisser aussi sursemer, mais il n'y a pas de risque que ce soit une plante envahissante parce qu'il ne résiste pas au gel chez nous. Il y a vraiment plein d'astuces, il y a vraiment plein de choses à faire et à découvrir au sorgho. On le découvre encore dans nos potagers. Philippe, je crois que tu es en cuisine. Exactement. Tu voulais poser peut-être une question aux invités?
Oui, moi dans les petits jardins familiaux, on le voit souvent en culture sur de nombreux hectares, mais est-ce que je vais pouvoir, avec 4-5 mètres carrés que je pourrais accorder à une culture de sorgho, récolter suffisamment pour nourrir une famille de 3 à 4 personnes? C'est vrai qu'avec les variétés qui existent aujourd'hui, c'est possible. Alors c'est vrai que c'est pas très courant, hein, la culture du sorgho dans les jardins et les potagers familiaux, mais ça mérite d'être testé, d'être expérimenté, et notamment peut-être ensuite pour faire la recette que le chef est en train de nous préparer. Et justement, je suis avec le chef en cuisine. Alors, quelles sont les étapes pour réussir ce taboulé à base de sorgho? En fait, déjà le sorgho, c'est une graine qui va mettre un petit peu longtemps à cuire. Donc c'est assez intéressant. Donc on achète ça facilement dans toutes les épiceries? Oui, on en trouve de plus en plus. Alors, en plus, c'est un produit qui est nouveau pour nous les cuisiniers quelque part. Donc du coup, c'est intéressant. On commence à le trouver un petit peu partout. Et souvent, on expérimente et après, ça va vers le grand public. Donc ça, c'est assez génial. C'est joli graphiquement, c'est tout rond, c'est tout beau. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, alors il y en a du brun. Là, celui-là, c'est, je pense, alors peut-être complet plus parce qu'il y a vraiment l'écorce autour. Ce que disait Valérie, il y a plusieurs types de sorgho. Voilà, et sinon il y en a du blanc et moi j'aime bien travailler celui-là parce que quand il éclate à la cuisson, on a déjà 2 couleurs. C'est hyper ludique et notamment pour les enfants. Et l'idée en fait c'est de représenter un petit peu un taboulé libanais, donc beaucoup d'herbes, hein, ça c'est hyper intéressant. Alors ils mettent beaucoup de persil, moi j'ai mis vraiment 3 herbes différentes, ciboulette, persil, coriandre, ça donne un petit peu plus de... Mais on laisse cuire combien de temps ce sorgho? Là j'ai cuit 45 minutes. Quand même. 45 minutes, ouais. 45 on n'a pas ça comme le riz qui cuit en 5 minutes, non. Ça n'existe pas encore. Mais la bonne cuisine, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut un peu de beurre aussi. Vous mettez un peu de beurre aussi ou pas? Là, j'ai choisi l'huile d'olive, l'histoire de faire un petit peu taboulé quand même. Alors dites-moi toi, après comment on fait? Donc une fois que c'est cuit, on laisse refroidir et on mélange quoi avec? Donc là, en fait, j'ai mis beaucoup d'herbes, persil, ciboulette, coriandre, de l'oignon rouge, ça va apporter un petit peu aussi de corps, du citron. Voilà, très important. Le zeste aussi, c'est assez intéressant de le mettre à l'intérieur. Voilà, et essayer de travailler le goût au maximum, de l'huile d'olive et du piment d'Espelette pour rappeler le sud-ouest. Exactement. On verra tout à l'heure le dressage de l'assiette. Alors, le sorgho, c'est utilisé, on va voir un petit peu les débouchés aujourd'hui, c'est utilisé dans des niches comme par exemple l'oisellerie, l'alimentation humaine, pour la production de farine sans gluten, pour de la bière, mais également, Valérie, pour l'alimentation animale. Oui, c'est exact, parce que le sorgho, c'est une plante, comme on l'a dit, qui a de multiples usages, de multiples débouchés. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que 2023, c'est l'année internationale du millet et du sorgho, décrétée par la FAO, donc l'organisation agricole de l'ONU, pour justement mettre en avant tous ces usages et tous les bienfaits de cette plante. Et vous l'avez souligné en alimentation humaine. En alimentation animale, ça peut servir pour l'alimentation des volailles sous forme de graines, pour l'alimentation aussi des porcs sous forme de grains humides. Et puis, ça peut être aussi utilisé par les fabricants d'aliments sous forme d'aliments composés, qui peut être destiné justement au bétail qui est dans nos exploitations agricoles. Qu'est-ce que ça apporte pour les animaux? Plus de protéines, plus d'énergie? Ça apporte quoi le sorgho? Alors c'est une plante énergétique, c'est une céréale qui apporte de l'énergie, c'est une céréale aussi qui permet d'avoir des acides aminés, des vitamines pour nos animaux et du coup aussi en alimentation humaine pour nous. Mais c'est vrai que c'est une plante qui mérite de se faire sa place en Europe notamment parce qu'elle est méconnue et aussi pour l'alimentation animale. Et Frédéric, l'alimentation humaine, c'est hyper intéressant. Le sorgho, hein, Valérie a un peu dévoilé un peu les bienfaits du sorgho pour les animaux, mais pour les êtres humains, à part le taboulé, ça apporte aussi des éléments nutritifs énormes. Oui, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'il faut savoir qu'en alimentation animale, que l'Espagne est le premier importateur de sorgho en Europe. Certaines années, ils importent plus de 1 million de tonnes des États-Unis. C'est généralement une importation en Catalogne et c'est pour produire des jambons. Le pata des grammes, le cochon mange le sorgho. Et il est possible que parfois, quand vous mangez un jambon catalan, il a été nourri avec du sorgho. Parce qu'en fait, il y a une particularité du sorgho. Le sorgho a une faible teneur en acide linoléique et polyinsaturé qui fait que la qualité de la viande est améliorée. Et pour l'homme, c'est une céréale digeste. Ça se passe comment, le sorgho, dans l'alimentation humaine? Pour l'homme, on dit qu'il y a 11 bienfaits. Alors, je ne vais peut-être pas me rappeler des 11 bienfaits, mais par exemple, donc, c'est riche en fer, en zinc, en vitamine B6, B3. C'est faible en tanins. C'est riche en fibres. Également, c'est faible en index glycémique.
Donc c'est très important pour les personnes diabétiques. Donc ensuite, bien sûr, c'est sans gluten, ça c'est très important. Voilà. Donc c'est une graine quand même qui a énormément de bienfaits. C'est riche en magnésium aussi, donc énormément de bienfaits pour l'alimentation humaine. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'origine du sorgho en Afrique, c'était pour faire ce qu'on appelait ça s'appelait le dolo. C'est une forme de bière. En fait, à l'origine, le sorgho produit en Afrique, c'était pour produire de la bière. Aux USA, on en fait beaucoup de bioéthanol. C'est pas le cas en France ou en Europe. On pourrait en faire. Alors, quand il s'en fait beaucoup aux USA, en fait, il y a 5-6 ans, quand il y a eu la guerre commerciale entre les USA et la Chine, parce qu'en fait, aux USA, 70% des productions sont exportées vers la Chine. Et en Chine, en fait, ils l'utilisent en alimentation animale, mais également, en fait, ils produisent une alcool qui s'appelle le baijiu. C'est le premier spiritueux au monde, devant le whisky. C'est une alcool qui est très, très chère. Si vous avez l'occasion d'aller dans des grands aéroports, vous avez des marques de baijiu. Et moi, ça m'est arrivé de voir dans certains aéroports, parce que je voyage pas mal, où on arrive à trouver des prix qui tournent autour de 300 €, les 37 centilitres. En fait, c'est une alcool festive. Alors, je vous ai dit que c'est le premier spiritueux au monde. Comme c'est festif en Chine, il faut voir par rapport aux milliards de personnes, de Chinois qui consomment, mais peu de gens le savent. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le sorgho, c'est une reine encore méconnue du grand public? Valérie, peut-être. C'est sûr que le sorgho mérite à être connu et reconnu. C'est une plante qui existe déjà, qui a un passé, et on est en train de construire son avenir aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a besoin de tous les acteurs. C'est ce qu'on essaye de faire en Europe, les agriculteurs, la génétique, les acteurs de la génétique, et puis justement la transformation, aussi bien pour les animaux que pour l'alimentation humaine. C'est ce qui va nous permettre de mettre en place toutes les pièces du puzzle pour développer le sorgho en Europe. Émeric, vous, les débouchés du sorgho, c'est quoi pour vous, qui est en Camargue? Moi, mes débouchés, pour moi, ce sont tous les agriculteurs de France qui vont planter mes graines par la suite, celles que je vais produire pour les filiales de semences. Donc, plus il y a d'agriculteurs qui se mettent à en produire, mieux c'est pour nous, producteurs de semences. Et ça a l'air d'être la tendance, et c'est une bonne chose. Donc, Petit clin d'œil sur le riz, ça se porte bien en France, le riz, puisqu'on est en Camargue, faisons un petit clin d'œil quand même. Depuis cette année, puisqu'effectivement, il y a eu une pénurie en Italie cette année et des diminutions de surface en Espagne. Donc ça, la filière camargaise se relance. Mais on a connu une période un peu calme et un peu en berne ces dernières années, puisque les prix mondiaux avaient pas mal baissé. Est-ce que de trouver du sorgho facilement dans le commerce, ça pourrait bien sûr tirer cette production vers le haut? C'est sûr que l'alimentation humaine, c'est ce qui tire souvent les produits alimentaires vers le haut. Et il faut se pouvoir, et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là en Europe, ou en tout cas pas assez, savoir cuisiner le sorgho dans nos assiettes, sous forme de farine, sous forme de porridge, sous forme de taboulé, comme c'est en train d'être fait par le chef. Il y a des cookies de sorgho, il y a du sorgho popcorn, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'usages, sous forme de salade, sous forme de dessert aussi, de crème dessert, donc d'alcool bien sûr. Il n'a pas précisé Chacun que sa spécialité. la bière de sorgho, ça existe, c'est beaucoup moins fort que le baijiu, là, qui est plus fort que le whisky en taux d'alcool. On peut mélanger les deux, peut-être bière et... je vous laisse faire vos expérimentations. Mais du coup, c'est vrai que voilà, ça mérite d'être connu. Je me permets de rajouter parce que l'alimentation humaine, c'est ce qui va driver, c'est ce qui va tirer la consommation de sorgho. On a parlé des usages pour l'alimentation animale sous forme de grains. Il y a aussi sous forme de fourrage. Il ne faut pas l'oublier. C'est extrêmement important parce que c'est une valeur alimentaire importante pour les agriculteurs éleveurs qui pourraient avoir cet usage. Et je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit sur l'éthanol. Vous êtes vraiment passionnés de sorgho tous les trois. Merci en tout cas pour ce débat passionnant. Vous m'avez donné envie de manger du sorgho. Tiens, à midi, on va justement manger un taboulé. Oui, un dernier mot? Juste une anecdote. La dame qui nous a maquillés, on leur a parlé de sorgho et elle nous a dit que son père consommait du lait de sorgho en Tunisie et qui était très calorifique et qui était très bien parce qu'on mange ça le matin et on a vraiment pas mal au ventre. On a pas mal au ventre, mais c'est très digestif. Très bien, merci beaucoup à vous. On retrouve tout de suite Tom le jardinier. Alors d'autres astuces avec vous aujourd'hui au jardin? Oui, aujourd'hui, on ne va pas tellement jardiner ensemble, on va plutôt vous donner des astuces pour économiser l'eau au jardin. On l'a vu, le sorgho, on n'en a pas besoin de nombreux arrosages. Si on l'arrose, il devient
un peu plus grand, un peu plus haut, mais on va pouvoir avoir plein de techniques, notamment par exemple associer les cultures. Une culture qui est déjà en place va utiliser moins d'eau si par exemple on plante des courgettes et des salades à côté. Elles vont pouvoir récupérer l'eau qu'on arrose quand on arrose les courgettes. Ensuite, évidemment, le paillage, on n'en parlera jamais assez, mais paillez vos jardins. Si vous êtes en altitude, vous allez pailler pratiquement toute l'année. Vous allez retirer le paillage tout au début du printemps pour laisser la terre se réchauffer. Puis il y a une astuce qui est très simple et ancestrale, c'est les holas. Je crois qu'en régie, on a quelques images d'holas. C'est une forme de jarre en terre cuite qu'on va enterrer dans la terre et on va pouvoir la remplir avec de l'eau. La capillarité du sol va permettre à cette holas de diffuser gentiment et de donner aux racines leurs besoins en eau. Ça permet de partir en vacances pendant quelques jours. Notamment, par exemple, on peut les mettre dans des bacs, on peut les mettre dans plein de situations. Et si vous accompagnez aussi ces holas de paillage, on a moins de problèmes avec notamment les plantes consommeront moins d'eau, la terre n'évaporera pas l'eau et on a donc plein de solutions pour se passer des arrosages. Merci Et Tom. Et je voulais encore donner une astuce, récupérez l'eau de vos chenaux pour pouvoir avoir de l'eau en quantité. Il pleut des fois au printemps, il pleut à l'automne. Récupérez dans des grosses bassines. Veillez à ce que ce ne soit pas un nid à moustiques en mettant peut-être une protection dessus. Et là, vous allez encore avoir des récupérations d'eau que vous pouvez utiliser pour votre potager. Oui, surtout qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit sa maison, on peut facilement prévoir une cuve. Ça coûte à peu près 4 000 € pour 10 000 litres. Et ça va nous servir pour les années à venir parce que la sécheresse est de plus en plus... Merci Tom, vous nous rejoignez en cuisine. Alors, chef, ça y est, le taboulé de sorgho est prêt. C'est beau, c'est bon, c'est esthétique. Ben voilà, en fait, l'idée, c'est de jouer aussi avec des textures. Voilà, le sorgho, ce qui est très intéressant, c'est que ça reste un petit peu croquant. Et beaucoup de céréales, on les fait souvent trop cuire. Et là, c'est assez intéressant de voir que le sorgho, bon ben voilà, après la cuisson normale d'une quarantaine de minutes, il reste un petit peu croquant et c'est bien. Et moi qui travaille beaucoup avec les enfants, ça leur amène quelque chose d'assez intéressant en bouche. C'est vrai qu'on parle souvent de manger plusieurs fruits et légumes par jour. Je crois que la couleur aussi dans l'assiette est très importante pour les enfants parce que vous militez avec votre association pour le mieux manger et l'enfance. C'est important la couleur et la façon de disposer de façon ludique les ingrédients dans l'assiette. En fait, c'est très important d'avoir beaucoup de couleurs. En plus, on dit, alors moi je travaille avec pas mal de nutritionnistes et diététiciennes, pardon. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles me disent toujours, plus on va mettre de couleurs, chaque couleur correspond à quelque chose de bon pour notre corps. Donc depuis, je les écoute et j'essaie de faire des assiettes colorées. Alors là, vous nous avez dressé le taboulé. Donc on rappelle les ingrédients. Donc en fait, le sorgho, hein, notre pièce maîtresse. Ensuite, on a mis des tomates séchées, du persil plat, de la ciboulette, coriandre, citron, voilà, un petit peu de piment d'Espelette, fleur de sel, tout va bien. C'est une entrée presque un plat principal, parce que ça tient encore quand même, non? Oui, là j'ai fait des assiettes généreuses. C'est ça. Alors là, vous l'avez utilisé évidemment en entrée, en plat froid. Est-ce qu'on peut le cuisiner en chaud et donnez-nous peut-être une petite recette avec quoi associer le sorgho quand il est chaud? Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut le marier avec plein de légumes différents. Alors là, on va bientôt rentrer dans le printemps et il va y avoir quand même pas mal de petits légumes ou jeunes pousses. Alors là, il ne faut pas hésiter, couper ça en petits morceaux, hein, tout simplement. Faire sauter avec une petite noix de beurre, un petit peu d'eau, un peu à l'étuvée. Et on fait cuire le sorgho à côté et on va le mélanger. Et on a vraiment un plat végétarien, vraiment avec une bonne nutrition. Et justement, encore une fois de plus, je pense que jouer avec les couleurs et les textures, c'est très important pour les enfants d'ailleurs, mais même pour nous, hein. Tom, une petite question. Oui, moi je pense toujours à nos amis qui n'apprécient pas la coriandre. Si je poste quelque chose avec la coriandre sur les réseaux sociaux, je me fais incendier. Par contre, on peut remplacer la coriandre, on la supprime simplement de la recette? Non, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que pour les herbes comme ça, aromatiques, qui ont un peu de goût un peu fort, si on n'aime pas le coriandre, on peut partir sur le basilic. Ça marche aussi. Et puis là, encore une fois de plus, hein, on va aller vers les beaux jours, donc profitons-en. Protéines associées avec le sorgho, poisson, viande, ça marche? Oui, ça marche. En fait, ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment nous accompagner. Alors, on fait souvent le riz pilaf, mais le sorgho pilaf, hein, avec oignons, cuisson au four, ça marche aussi très bien. Merci chef. Et on rappelle votre association, elle s'appelle comment pour mieux manger avec les enfants? Les enfants cuisinent. C'est parfait. Merci à vous. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et merci à nos invités. D'ailleurs, on passe à table tout de suite. À table, hein. C'était pas qu'une blague.